Louis XV a la taille avantageuse et noble. Roi pour ainsi dire dès le berceau. Il s'est fait une habitude de cet air décent qui devient majesté dans les grands princes. Les yeux grands, noirs et naturellement tristes. Son regard serait fier s'il n'était adouci par la bonté de son cœur. On dit que dans sa jeunesse, sa tête était la plus belle de son royaume. Aujourd'hui, il a le fond du teint livide, presque olivâtre. De certains jours, il est dispos et leste, mais ordinairement, on le trouve abattu et languissant. Personne ne soutient mieux la fatigue. Les exercices violents lui sont devenus nécessaires, aussi prend-il le plaisir de la chasse 4 fois la semaine, sans aucun égard du mauvais temps. Toutes les qualités qui constituent l'homme honnête, qui forment l'aimable particulier, entrent dans le caractère de ce prince. Un grand fond de religion en est la base. Il en observe scrupuleusement les pratiques. Point de jour qu'il n'entende la messe. Il y assiste avec beaucoup de respect, toujours à genoux, récitant des prières de son livre. Son jeûne est austère, le gras est banni de sa table les jours maigres, et il exige la même régularité de ses courtisans. C'est par respect pour les choses saintes qu'il s'abstient de faire ses Pâques. On prétend qu'il fait dire des messes et distribuer des aumônes de temps en temps pour obtenir la grâce de sa conversion. Il n'est pas douteux qu'à l'exemple de Louis XIV, il ne finisse par la dévotion. Mais il est difficile de déterminer l'époque de ce changement. C'est le père le plus tendre. Une bonne partie de sa journée est passée au milieu de ses enfants, dont il fait les délices qui lui donnent toute leur confiance. L'amitié, ce sentiment dédaigné par la plupart des princes, n'est pas étranger à Louis XV. On l'a vu ami et ami fidèle. On pourrait se dispenser de parler de son cœur. Les marques de faiblesse qu'il a données témoignent assez qu'il l'a tendre et qu'il est capable de s'attacher. Délicat à l'excès, il en devient quelquefois incommode. Il serait terrible vis-à-vis d'un rival. Il ne pardonne pas qu'on ait pu plaire, même avant lui, à une de ses maîtresses. M. d'Aiguillon éprouve encore aujourd'hui des froideurs pour avoir mérité autrefois des préférences de la part de Madame de Châteauroux. Rien n'est plus dangereux que de l'offenser. Il n'oublie jamais, et tôt ou tard, il fait sentir le poids de son indignation. Attaché à son sentiment avec opiniâtreté, il n'y a que celle qui dispose de son cœur qui puisse le ramener. Ce n'est pas qu'il ne fût facile dans sa jeunesse. Lorsque monsieur le duc obligea feu le cardinal de quitter la cour, le roi fondait en pleurs en le voyant partir. C'en était fait sans monsieur de Mortemart, il fit sentir qu'un roi ne verse pas de larmes inutiles. Et de la garde-robe, on signa le rappel du cardinal qui fit exiler le soir même celui qui avait cru le perdre le matin. Il est peu de ces âmes extraordinaires qui réunissent à la fois ces vertus, aimables et, s'il est permis de se servir de ces termes, obscures d'un citoyen, avec ces qualités augustes qui rendent digne du trône. Il semble que Louis XV ne soit pas également partagé du côté de ces dernières. Jamais l'éducation ne fut plus négligée. Ceux qui furent chargés de son enfance étaient les gens les moins capables d'un emploi aussi important. À un âge plus avancé, le cardinal s'empara du gouvernement en même temps que sa confiance. Et toute sa politique consista à inspirer au roi un dégoût souverain pour les affaires. C'est à lui aussi que l'on doit reprocher cette méfiance générale qui entra dans le caractère de ce prince. Accoutumé à penser mal de tous les hommes, il ne croit voir l'attachement qu'à la suite de l'amour. Il n'est donc confiant que lorsqu'il se croit aimé. C'est ce qui donne ses pouvoirs sans borne à la maîtresse et ce qui aurait rendu Madame de Châteauroux despotique si elle eût vécu. Le cardinal mort, le roi résolut de prendre lui-même le maniement des affaires. Depuis ce temps, il s'est fait une loi d'assister à tous les conseils. La malignité assure qu'il s'y ennuie à périr, qu'il y baille beaucoup, et que, pour lui faire sa cour, à force d'abréger les affaires, on les y étrangle communément. Incapable d'application, partageant ses moments entre la chasse et les plaisirs, il n'a aucune idée de ce que s'appelle gouvernement. S'il n'est pas très instruit lui-même, il se présente quelquefois des cas où la science de ses ministres ne doit pas lui paraître moins suspecte. Les dernières remontrances du Parlement au sujet des hôpitaux font mention des lois fondamentales du royaume. Le roi ne crut pas pouvoir mieux s'adresser qu'en demandant à monsieur le chancelier quelles étaient ces lois dont il parlait. Celui-ci, interdit à une question aussi épineuse, ne put se tirer d'affaire qu'en répondant qu'il y avait longtemps qu'il était sorti du Parlement, qu'il ne savait pas trop ce qu'on voulait dire. Il lit régulièrement les gazettes de Paris et de Hollande. Ses ministres sont obligés d'en faire autant pour avoir des réponses préparées. Ces mêmes gazettes fournissent le sujet de la conversation avec les ambassadeurs. Aux audiences qu'ils leur accordent, ils se contentent de remuer les lèvres, pour faire la démonstration d'avoir répondu. Encore a-t-il fallu attendre 20 ans pour surmonter sa timidité naturelle, qui allait au point que c'était le cardinal ou le secrétaire d'État qui prenait la parole lorsqu'il s'agissait de répondre. Dans le particulier, il s'énonçait en fort bons termes, et ses lettres familières sont d'un style aisé et rempli de bon sens. Il est inaccessible à tous ces sujets, il n'y a point d'exemple qui leur accorde une audience. Leurs plaintes ne parviennent au pied du trône que par la voix de ceux-mêmes qui sont à la fois leurs juges et leurs partis. Personne n'oserait hasarder une grâce. Il faut nécessairement passer par les ministres, qui de tout temps ont été despotiques ici dans leurs départements. Également insensibles au plaisir de commander aux hommes et à celui de les rendre heureux, pouvant à peine former un désir qu'ils ne le trouvent aussitôt accompli, ne rencontrant partout que des esclaves, amants toujours adorés, maîtres jamais contredits, il est impossible qu'ils n'éprouvent cet état de langueur, cette satiété qui suit les passions satisfaites, situation qui engendre bientôt l'ennui. C'est là l'ennemi le plus cruel de ce prince.
Aussi, tous les jours, des courtisans ne tendent qu'à l'en arracher. Lui-même ne redoute que la solitude. De là, ce vrai besoin de dissipation continuelle, de là, cette passion immodérée pour la chasse. De là, enfin, cette nécessité d'avoir une maîtresse. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.